depuis 1974. Je suis ancien maintenant à l'école des mines, et il y en a un qui m'a demandé si j'avais connu Vercingétorix. Non. J'ai pas connu, un vieux qu'il avait connu quand il était jeune. Et donc, en 1974, Olivier était en charge de faire culturel du parc régional du Haut-Languedoc, et c'est lui qui, le premier, a cru à l'ouverture de ce chemin. Olivier, c'est pas 89 que j'ai écrit, c'est avant, c'était sous Giscard. Delmas, c'était maire de Montpellier, ministre. C'est 80. C'était le temps de Giscard. Et vraiment, il a travaillé et œuvré pour la ouverture de ce chemin de Saint-Jacques au milieu de conférence polie. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir que le travail qu'avait initié Olivier à l'époque a eu de tels effets bénéfiques et est aujourd'hui aussi pratiqué. En tout cas, je crois que nous pouvons non seulement remercier Olivier pour être un conférencier très intéressant et très vivant sur ce chemin de Saint-Jacques, mais aussi il a été l'auteur de la résurrection de ce chemin de Saint-Jacques. En tout cas, dans le village de Ferrières dans le Sud-Ombre, en venant de Toulouse, on veut passer par Albi, c'est-à-dire on fait 40 km de plus. Parce que les gens ont l'habitude de prendre l'autoroute, et que donc c'est la voie la plus facile. On pourrait dire la même chose pour le Moyen-Âge de notre regard du XXIe siècle. Il y avait une historienne, Régine Pernoud, à qui j'avais téléphoné et puis je l'avais rencontrée en me disant écoutez, voilà, je travaille sur la Via Tolosanne, par la montagne, et elle m'avait répondu, une bonne parisienne et personne du Nord, mais très compétente sur le Moyen-Âge, elle a même fait un ouvrage qui soulevait un peu quelques critiques par rapport au titre, puisqu'elle disait pour en finir avec le Moyen-Âge. Je pensais qu'elle avait fini le travail sur cette période pour l'ensemble des historiens qui pouvaient exister plus tard, et elle m'avait dit non, écoutez, c'est pas possible, vous perdez dans une dédale, la vallée de la route de la Vèbre sont beaucoup trop étroites pour qu'il y ait des gens qui y passent. C'est dire le sentiment que vous pouvez avoir, que par la montagne on ne passait pas. Or, il y a un élément qui est très important dans la période où l'on n'a pas la signalétique. Nous, aujourd'hui, que vous soyez des marcheurs à pied, que vous soyez en voiture, avec ou sans GPS, vous savez combien nous avons à notre disposition énormément de panneaux qui nous donnent toutes les directions qu'il faut. Et même quand on traverse un hameau, on a des panneaux qui donnent le nom du hameau, même de la ferme. Enfin, il y a une signalétique qui nous est devenue tellement habituelle qu'on aurait du mal à se diriger autrement qu'en lisant les panneaux que nous croisons sur l'autoroute. Le Moyen-Âge n'a pas cela. Et je m'étais amusé à voir pour quelles raisons on avait pris la voie de la montagne. Une des raisons, en dehors de la sécurité et le fait de ne pas payer d'octroi, parce que dans la plaine, on payait. Saint-Tibéry, on crache. Quand on arrive à Carcassonne, on crache. Saint-Apoul, on crache. C'est-à-dire que chaque fois qu'on passe une rivière ou un péage, pas seulement les rivières, mais aussi les péages, on est obligé de payer et il est bien évident que les pèlerins essayaient de les esquiver. Ce qui fait qu'ils rentraient dans une zone marginale où ils étaient bien entendu récupérés par des gens qui en profitaient au marché noir, si je puis dire. Donc on a toujours un problème sur la route. Oui, mais c'est tout à fait évident. Mais les chemins de Saint-Jacques sont, les vrais chemins de Saint-Jacques suivent la voie lactée, on dit. Alors voilà, c'est ce que moi j'aimerais. Ah, ça c'est notre question. Parce que il y a plusieurs, enfin, il y a des livres qui donnent certains chemins vrais, le vrai chemin, et entre guillemets les faux. Et enfin, moi j'ai beaucoup travaillé sur ça parce que je trouvais que c'est pas pareil, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux? Je vais finir avec le chemin de la montagne, qui est un prêt. Voilà. C'est que vous avez passé l'Orbe. Quand vous remontez, je ne sais plus comment s'appelle la mare, et que vous remontez vers Castanello, vous arrivez ici, vous suivez la Vèbre, vous traversez la mare à Saint-Étienne-de-Cavaille, même pas, vous traversez la Vèbre, si je m'en abuse, les deux, et ensuite vous restez tout le temps sur la même rive. Vous ne traversez que deux rivières à Castres, c'est le Torré et la Durec, qui sont des ruisseaux. Donc vous ne traversez plus de rivières entre Castres et Toulouse. C'est dire que c'est surprenant. Et donc vous n'avez pas de droit de passage. Vous avez une liberté de circuler qui est considérable, parce que le problème pour le pèlerin, c'est de traverser une rivière. Que ce soit en période de crue ou en période de sécheresse, c'est toujours un problème.
Il y a des taxes à payer, mais il y a aussi des dangers, et donc c'était un péril. Et il y a un élément qui me paraissait très intéressant par rapport à la montagne, c'est un autre point. On le voit très bien dans le Gers. Dans le Gers, quand on part dans la campagne gersoise, même en voiture, on se perd. On ne sait jamais où on est parce qu'il y a toujours des collines avec un cyprès, un donjon, une toiture d'église, et puis on continue, on a de nouveau le même paysage, on a l'impression qu'on tombe tout le temps en rond. Quand on est à Saint-Gilles-du-Gard, plutôt quand on remonte vers Vauvert, il y a un lieu que vous voyez de très loin, et qui est votre signal, c'est le Pic Saint-Loup. Vous êtes à Vauvert, vous savez que vous allez passer au Pic Saint-Loup. Et à mesure qu'on avance vers le Pic Saint-Loup, au bout de 40 km, les gens vont vous dire ce sera plutôt à gauche ou à droite du Pic Saint-Loup. Et à mesure que vous arriverez au Pic Saint-Loup, on vous dira c'est plutôt ce clocher d'église que tel autre. Quand vous êtes dépassé le Pic Saint-Loup, que vous êtes toujours sur la bonne route, on vous montrera le pic de Gignac. Et là, vous aurez la même destination, et ensuite on vous parlera du Carreau. Et donc la route ancienne, elle est faite de signaux qui sont des signaux naturels, mais qui sont énormes vus à l'horizon, et qui, à mesure que vous les approchez, donnent naissance à d'autres petits signaux plus restreints, mais qui sont à la mesure du marché. Et c'est comme ça qu'on trouvait une route, alors qu'en plaine, on a beaucoup de mal à la trouver. Bon, oui, il y a plusieurs raisons qui font que cette route passait par la montagne. Alors, pour répondre à la question que vous posez, madame, on dit souvent qu'effectivement, le chemin de Saint-Jacques, c'est la voie lactée. Chemin des étoiles. Chemin des ça étoiles. répond à une mythologie. Je pourrais en parler parce qu'il y a un rapport entre l'iconographie, c'est-à-dire la silhouette du pèlerin de Saint-Jacques et Saint-Jacques lui-même, et le Grand Orion, qui est une constellation qu'on voit l'hiver, et puis la Voie lactée. La Voie lactée qui est le fleuve des âmes. C'est-à-dire, dans la mythologie ancienne, c'est là où toutes les âmes attendent le jugement dernier. Et donc, ça paraissait assez logique que aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était suivre le fleuve des âmes pour attendre justement le paradis. Il y a un astronome, malheureusement, je n'ai pas son nom en tête, je regrette, je crois que c'est M. Puech, je le mets entre guillemets parce que je ne suis pas certain, qui a fait un travail dernièrement, tout à fait passionnant, scientifique, qui a dit, mais c'est tout à fait évident, on nous parle d'ailleurs du Kamisansake, certainement entendu dire en Occident, le Kamisansake est al ciel, ça veut dire le chemin de Saint-Jacques est au ciel, parce qu'en fait c'est la Voie lactée. Et il s'est aperçu que ça ne se disait que dans nos régions ici. Et pour une raison bien simple, quand on partait à Saint-Jacques, on partait plutôt au printemps, pour éviter les neiges, bien entendu, des Pyrénées, on traverse les Pyrénées à la fin du printemps, et pour éviter les très grosses chaleurs de la Castille, on arrive en Castille à la fin de juin, et on arrive pratiquement à la fête de l'apôtre à Saint-Jacques-de-Compostelle, après avoir traversé les montagnes beaucoup plus vertes de la Galice. Et quand on passe effectivement les Pyrénées dans nos régions ici, à cette époque-là, c'est-à-dire entre la fin du printemps et le début de l'été, c'est-à-dire aux alentours du mois de mai, début fin mai, fin avril, début mai, fin mai, si on se lève tôt, parce qu'il faut se lever tôt quand on va à pied, on se lève au moment où le soleil va apparaître, eh bien la Voie lactée, elle vous indique effectivement, parce qu'elle est dans cette direction-là, elle vous indique le passage des Pyrénées. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, la Voie lactée, elle a pour miroir le chemin de Saint-Jacques sur Terre. Voilà une explication qui m'a paru extrêmement intéressante, parce que là, on est dans la mythologie, mais en même temps, la mythologie est la vérité. Une question de bon sens. Voilà ce qu'on veut dire. Maintenant, Vicky, vous pourriez dire à cette dame.